Présenter René Guénon, c'est quelque chose de difficile parce que c'est un auteur complexe dans ses écrits, dans sa vie. Il est né en 1886, il est mort en 1951. Bon, c'est dire qu'il est à cheval sur une période, mais enfin, il est quand même défini comme un auteur de la première moitié du XXe siècle. Et pour certains spécialistes de Guénon, alors moi à l'époque je n'étais pas du tout spécialiste ni expert de René Guénon, je ne le suis toujours pas, soyons modestes. Et pour certains, c'est peut-être la figure la plus importante sur le plan métaphysique, philosophique. Sur le plan des études qu'il a faites sur le symbolisme, c'est peut-être un des auteurs les plus importants du XXe siècle. Alors ça m'a intrigué. Ça m'a impressionné, dire, tiens, méconnaître René Guénon, alors que pour certains qui le connaissent, hein, bien sûr, c'est un auteur fondamental, c'est une lacune chez moi quand même. Alors, bon, je suis un peu littéraire sur les bords, bien que j'ai fait une formation scientifique, hein, je suis géographe physicien, j'ai fait un 3e cycle, donc disons que c'était pas du tout ma tasse de thé prioritaire. Mais ceci dit, au fil des années, des rencontres de gens, qui sont pour moi aujourd'hui des jalons dans ma vie importants, certains ne sont plus là, hein, le temps a passé. Donc il y a une trentaine d'années, j'entends parler de René Guénon, bon, notamment sur le symbolisme. Et on me dit, t'as pas lu tel livre de Guénon, t'as pas lu La crise du monde moderne, alors tu connais rien. Et finalement j'ai dit quand même, il faut que je m'attaque au sujet. Et donc très tôt, il y a 25 ans, bon, 30 ans, j'ai commencé à garder certains de ses ouvrages. C'était des perles. J'ai trouvé que les livres étaient bien faits, bien conditionnés, bien écrits. Je me suis lancé dans cette écriture, notamment le symbolisme de la croix, qui était un livre par lequel souvent on conseille de Guénon de lire. Et là, ça a été difficile, parce que tant l'aspect formel du livre était attirant, l'aspect conceptuel, c'était autre chose. Et je me suis dit quand même, il n'y a pas que la lacune de ne pas connaître René Guénon. Il y a la lacune de ne pas comprendre vraiment ce que ce personnage veut dire et ce que d'autres ont pu voir et que moi j'arrive pas à voir. Alors j'en ai fait un peu un petit complexe personnel. Je me suis acharné. De deux côtés, j'ai continué de poursuivre l'œuvre. Donc chaque livre que je pouvais trouver au fil des rencontres, au fil de... Je savais qu'il en avait écrit 17, hein, en gros, bon, donc c'est facile à les repérer, c'est connu. On va les rechercher, on va les acheter. Alors j'ai toujours voulu acheter les livres de Guénon. Chaque fois que j'ai pu tomber sur une première édition, j'étais heureux, il y en a peu, c'est assez cher aujourd'hui, mais j'en ai quelques-unes. Donc ce sont des petits trésors que j'ai commencé à garder, mais pas pour faire joli. Hein, je m'y suis fortement intéressé. Alors je l'ai dit de deux façons. La première, le texte, l'œuvre, et la seconde, je suis un peu historien aussi, et biographe au passage, l'homme. Et s'intéresser à l'homme, c'était quelque chose pour moi qui était un vrai challenge, parce que je me suis rendu compte que l'œuvre avait été connue, parcourue, notamment par beaucoup d'ésotéristes très célèbres. Hein. Beaucoup de gens se revendiquaient de Guénon dans les milieux un peu hermétiques, un peu ésotéristes, dans la franc-maçonnerie. Beaucoup de gens y faisaient référence, parfois en mal, en disant « Oh, c'est sulfureux, il ne faut pas le lire ». Mais souvent, avec le bon côté des choses. Guénon est intéressant à lire. C'est vraiment quelqu'un qui est visionnaire, c'est quelqu'un qui écrit très bien, qui va dans la racine des mots et ça apporte beaucoup. Et donc l'œuvre m'a passionné dans un premier temps et j'ai commencé à l'aborder de manière un peu plus facile, un peu plus simple, avec des schémas. Hein, des schémas, alors chez Guénon c'était bien sûr l'hindouisme. Il apporte beaucoup sur la tradition, le Veda, l'hindouisme, les cycles. Il a beaucoup travaillé sur ce sujet de manière très approfondie. Mais ce n'est pas le seul sujet. Le second, bien sûr, j'en ai parlé, c'était le symbolisme initiatique. En quoi les symboles sont-ils des concepts intéressants pour l'homme? Toute cette partie qui touche donc à la métaphysique, donc ça c'est un aspect important. Et ensuite, tout le côté chez Guénon qu'on classe un petit peu dans son aspect visionnaire. C'est-à-dire qu'il a prédit certaines choses. Savoir que Guénon a écrit La crise du monde moderne en 1927, 2 ans avant les événements tragiques et dramatiques de la crise de 29 aux États-Unis, crise qui s'est reproduite dans les années 30, 33 en France, et on connaît l'issue de cette crise en Allemagne, hein, les années 33, la montée du nazisme. Donc on imagine bien toutes les répercussions de cette crise du monde moderne. Guénon en parle en 1927.
Donc on peut se poser la question quand même, comment un personnage peut-il être aussi clairvoyant et imaginer que le monde part à la dérive, que le monde va craquer, que ce modernisme qu'on veut bien nous vendre, cette société de consommation ne mène qu'à des crises, et que l'humain, par définition, alors là on revient au cycle hindou, est peut-être dans une période néfaste. Et Guénon cite le nom de cette période néfaste, il dit c'est le Kali Yuga, donc c'est l'ère de fer, c'est l'ère de Kali, l'ère de tous les dangers, peut-être même l'ère... Alors il ne dit pas de la fin du monde, et c'est ce qui me plaît chez Guénon, c'est qu'il a toujours cet espoir, cette vision, il reste visionnaire, il dit non, c'est la fin d'un monde. Mais c'est la fin peut-être d'un monde qu'on a idéalisé, c'est peut-être la fin d'un monde qu'on a voulu comme tel, mais qui n'a aucune valeur en soi, et ça peut être une chance. Pourquoi? Ça peut être aussi le début d'autre chose. Et ça, bon, il ne se lance pas dans ce que ça pourrait être, mais son analyse du monde moderne, quand on lit la crise du monde moderne, elle est implacable. Elle est implacable. Alors d'autres avaient écrit aussi à son époque, en France, en Allemagne, sur ces crises, aux États-Unis, mais on voit bien que Guénon démonte les choses, les analyse finement. Il va prendre un mot, il va chercher la racine, et chaque fois, retour, est-ce que ce mot a une racine hindoue? Et souvent il la donne, donc c'est intéressant. Est-ce que ce mot a une racine hébraïque? C'est ses champs d'application, hein, je vais vous dire pourquoi. Est-ce que ce mot a une racine grecque, latine? Et à partir de là, il va construire, lui, son schéma de pensée, sa façon d'appréhender les choses, qui souvent débouchent sur du symbolisme à travers ces mots, il fait des rapprochements. Et cette étude est fascinante, parce qu'en fait, Guénon fait plus que nous dire certaines choses, notamment métaphysiques ou philosophiques, comme certains voulaient dire. Non, il nous apprend à aborder les choses. Et ça, c'est complètement différent, c'est propre à Guénon, les aborder par le symbolisme, les aborder par une autre façon de les percevoir, pas seulement en surface, mais à l'intérieur. Et donc, on voit que cet homme, donc, pourquoi est-il érudit? Ben, c'est parce qu'il pratique le sanskrit, il le lit, il le traduit, il pratique l'hébreu, c'est pas rien quand même. Il a fait des études supérieures, hein, dans les années 10, faire des prépas, il a été candidat à l'agrégation, malchanceux, hein, enfin il a été doctorant, donc faire des études, on peut imaginer qu'à cette époque c'est latin-grec obligatoire, et on attend des résultats. Et Guénon a été un jeune très porté. Hein, sa santé ne lui permettait pas d'être sportif de haut niveau ou même de faire quelconque activité physique, donc il n'est pas référencé par rapport à un milieu professionnel. Hein, il aurait pu être artisan, il aurait pu être commerçant, il aurait pu exercer des métiers manuels nobles. Non, non, pas du tout. C'est un intellectuel et il va se tourner très jeune, foncièrement, parce que je vous le dis, il pratique le sanskrit, l'hébreu, il traduit, il parle l'anglais couramment, un peu moins l'allemand, il s'en plaint, il dit non, je ne suis pas spécialiste, mais il parle l'italien, l'anglais, bon. Il est dans un univers culturel, mais lui-même, cet univers culturel, qui est très fort chez lui, très puissant, il est enseignant, il est prof, il est prof de philo, dans sa jeunesse, il va le mettre au service de quelque chose qui lui est propre, qu'il appellera, lui, la tradition primordiale. C'est-à-dire, avant toute chose, il y a une première chose. Donc, il est bien dans cette nature, non pas de prendre les conséquences, mais de rechercher les causes. Et là, c'est implacable, comme je vous l'ai dit, ce qu'il cherche, c'est vraiment la cause profonde de cette perte, de cette démanuisation du monde. Il y a un monde pour lui qui est moins humain, et il le dit, ben, tout simplement, si on se réfère à la tradition primordiale, on est dans un schéma spirituel, on est dans la spiritualité. Et si cette spiritualité vient à faire défaut, vient à disparaître, bien là c'est le pire du matérialisme. Alors je ne veux pas dire que Guénon ait lutté contre le matérialisme, qu'on le veuille ou non, quand on s'intéresse à l'homme, on fouille un peu, il écrit, il a besoin d'éditer, il sait ce que c'est un livre, je pense qu'il s'intéresse aux journaux, il se déplace, il prend le train, bon, il prend le bateau, à l'époque il n'y avait pas l'avion, mais on sent qu'il vit dans le progrès de son temps, et il ne s'en plaint pas. Il ne se plaint pas de correspondre avec les amis, que la poste fonctionne bien, d'ailleurs quand pendant la guerre, hein, la poste fonctionne mal, il s'en plaint, donc on voit bien qu'il adhère à une certaine forme de progrès. Mais si c'est ce progrès, s'il le voit se développer au détriment du monde spirituel, là, pour lui, on passe la ligne rouge, on tire un signal d'alarme. C'est-à-dire, sans spiritualité, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus rien. Alors, qu'entend-il par ce mot spiritualité? Là, c'est dans son œuvre qu'on peut le trouver,
Donc cette spiritualité pour lui, elle est foncièrement initiatique. Hein, dans sa vie, il y a eu une rupture énorme, bon, qui est connue dans les années 30, donc en pleine période et après beaucoup de marasme personnel. Il perd sa femme, il perd ses amis, il perd la famille. Il a un voyage qui est prévu au Caire, et on sait très bien qu'il ira au Caire et il y restera. Bon, ça c'est peut-être le drame de sa vie, mais pas que. Pas que, il est déraciné, il est au Caire, mais en fait il va faire sa vie au Caire, il va s'y marier, il va avoir des enfants, et qu'on ne veuille ou non, Guénon est un homme moderne, puisque vivre au Caire, il est mort en 1951, avoir 4 enfants, élever une famille dans la dignité, des enfants qui sont jeunes quand ils décèdent, mais enfin qui sont bien élevés, qui vont faire des études, ces 4 enfants, il en est fier, il y a des photos de lui où on le voit avec, prouve bien que l'aspect spirituel, il sait le mettre aussi, le garder au fond de lui, hein, c'est sa chasse gardée, et faire vivre sa famille. Les aider, certainement, leur parler. Hein, certains, on le voit sur des photos avec un chat, avec des animaux. C'est qu'il est foncièrement humain. Alors, cette humanité, elle ne ressort pas forcément dans son œuvre. Ça, c'est vrai. Elle reste complexe et métaphysique. Mais elle est existante et réelle. Donc, malgré sa vie, cet homme a un continuum, et c'est ce qui m'a intéressé dans son œuvre, c'est-à-dire, à cause de ses problèmes, bon là je parle à ceux qui connaissent un peu Guénon quand même, hein, à cause de son déracinement, je fais un raccourci, hein, donc en gros, bah, il va passer de sa jeunesse en France jusqu'en 1930, hein, donc il a 44 ans, et le reste de sa vie, en gros, les 20 dernières années de sa vie vont se passer au Caire, hein, de 1930 à 1951, vont se passer au Caire. Donc c'est un déracinement complet. Mais son œuvre n'en est pas affectée. Bien au contraire, il a pris le sujet de la tradition primordiale avec les hindous, il va au Caire, bon, bah, il aura tout le loisir de pratiquer ce qu'il adore par-dessus tout, l'ésotérisme, et notamment il va le trouver dans la religion musulmane. Alors lui-même dira, je ne suis pas converti, il n'aime pas ce mot, hein, mais j'ai adopté la religion musulmane. Et c'est un pratiquant, c'est un fervent pratiquant de la prière, de l'ensemble, d'aller quand il le peut, qui se sent bien à la mosquée, d'avoir cette famille dans ce rite pratiquant. D'ailleurs, il sera enterré à la façon musulmane au Caire, hein, donc il y tenait. C'est un pratiquant. Et son œuvre reste foncièrement spirituelle. Cette spiritualité, il en a besoin. Alors il a son approche de la religion. Hein. Il n'aurait pas été un historien des religions, c'est pour ça qu'on le dit inclassable. Lui, c'est l'ésotérisme qui l'intéresse. C'est ce que la religion manipule de primordial, de traditionnel. Pas de ce qu'elle devient par la force des choses ou par les hiérarchies religieuses ou autres. Ça ne l'intéresse que secondairement. Alors, cet homme m'a fasciné parce que j'ai trouvé que l'œuvre était un bloc, une unité. Les sujets qu'il a pris au début, il va les transporter jusqu'à la fin de sa vie, on le voit à travers les livres, hein. Il va continuer d'écrire au Caire des livres sur la spiritualité, sur l'ésotérisme, sur le symbolisme, il ne va pas s'arrêter d'écrire. En gros, il a écrit 10 livres dans sa première vie, hein, si on peut dire comme ça. En France, il en écrira 7 au Caire, donc, et puis après il y aura des œuvres posthumes, parce qu'on a tellement trouvé de documents dans son bureau qu'on a pu, bon, les éditeurs ont pu refabriquer, je vais dire, hein, d'autres livres qui sont moins de Guénon, parce qu'ils ont été refabriqués, mais lui, de son vivant, il en a écrit 17. C'est une œuvre impressionnante, colossale, très belle, je le redis, très bien écrite. Et cette œuvre, elle est sur un continuum, alors que visiblement sa vie ne l'est pas. Et c'est là-dessus que, à travers le livre donc publié chez Arcan, récent, qui vient de sortir, j'ai souhaité attirer l'attention. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un grand auteur, qu'on définit comme l'un des auteurs sur le plan ésotérique le plus important de la première moitié du XXe siècle, est sans doute le plus méconnu sur le plan humain. Alors bon, vous savez, en bon biographe, on dit toujours, bon, grand 1, l'œuvre, grand 2, l'homme. Et moi je dirais plutôt, grand 1, l'homme, grand 2, l'œuvre, chez Guénon. Parce que l'homme est intéressant, il est fascinant. Ne serait-ce pas parce qu'il a écrit, ça, certains l'ont rapproché de manière
très bien, on l'approche encore, on le critique, on fouille chez Guénon, l'œuvre est un débat permanent pour certains, et même un peu conflictuel par moments, on peut s'en plaindre. Mais sans parler, sans rentrer dans ce débat, cet ouvrage que j'ai souhaité publier, on m'a dit oh, un livre de plus sur Guénon, il y en a tellement, c'est vrai. On dit parfois qu'on a plus écrit peut-être sur Guénon que sur Victor Hugo. Mais bon, passons. Mais un livre de plus, non, c'est un livre sur l'homme que j'ai voulu faire. Et c'est ce qui a un peu intéressé l'éditeur d'ailleurs. Un livre sur l'homme, mais Guénon a toujours caché sa vie privée. Il cache ses sources, il cache sa vie privée. Il n'aime pas parler de lui. Il ne se met pas en avant. Et d'ailleurs, il critiquait les gens qui le faisaient à l'époque. Alors c'est pour ça qu'écrire un livre sur Guénon, l'homme, on a un peu une mauvaise conscience parce que il n'aurait pas apprécié. Hein. Je suis sûr qu'il aurait dit qu'est-ce que c'est cette histoire. On écrit sur ma famille, on écrit sur mes parents, on écrit sur mon père, sur ma mère. Pourquoi j'ai pas donné l'autorisation? Mais de quelle autorisation aurait-on besoin quand on fait œuvre de biographe, sachant que l'homme a une œuvre importante, et l'homme en devient important. Et imaginez qu'on ne sache rien de la vie de Lamartine, de Chateaubriand ou de Victor Hugo, mais ça serait une lacune énorme. Et je pense que beaucoup ont critiqué cet aspect d'aller fouiller chez Guénon. Pourquoi? On risque de trouver des choses un peu compromettantes? Peut-être. C'est vrai que Guénon, l'homme, mais il a eu plusieurs vies. Si son œuvre est unique et très belle, très contingente, magnifiquement écrite et pensée, la vie de Guénon, quand on regarde, c'est 2 guerres mondiales, la première et la seconde, il a encadré complètement. Hein. C'est 2 époques fabuleuses. La Belle Époque, 1914, la fin de la Belle Époque, tout s'écroule, mais Guénon a vécu cette Belle Époque. Hein, 1914, c'est ses années de jeunesse, il a 28 ans, c'est quand même un adulte, il est dans le milieu parisien, il a vécu cette vie de manière intense, il est parti chez ses parents, il avait son petit appartement d'étudiant à Paris, à l'île de la Cité. On peut imaginer que la Belle Époque, il y a été en plein dedans, et il en a su en profiter, il a su en tirer parti. Ça lui a coûté cher aussi, parce que parfois il s'est un peu mis en avant, et on sait ce qui s'est passé hein, avec certaines personnalités, notamment le grand Papus à l'époque. Hein. Guénon a été radié à un moment donné de certains milieux, on ne voulait plus le voir. Et donc Guénon a vécu la Belle Époque, mais il a vécu aussi les années folles. Dans les années folles, les années 20, Guénon, il a passé les 30 ans, il est en plein là-dedans, et chaque fois, ces périodes, ce sont des relations. Ce sont des relations de gens à Paris qui sont des personnes très en vue. Et là, quand on s'intéresse à Guénon, on se dit, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Il a rencontré les notoriétés les plus importantes de son époque. On citerait des noms, des politiques, Massignon, Aguély, un grand peintre, un grand penseur, Valentine Saint-Point, qui est quand même l'arrière-petite-nièce hein, d'un grand auteur, et qui se targue d'être dans la bourgeoisie et la haute bourgeoisie parisienne. Et Valentine de Saint-Point, c'est pas n'importe qui. Quand on creuse un peu, on sait que c'est un agent secret à un moment donné. Elle a eu un rôle, au Caire d'ailleurs, comme par hasard, au Caire. Donc on commence à ramifier autour de Guénon des gens qu'on peut juger a priori secondaires dans l'œuvre de Guénon, je l'admets, puisque Guénon n'en parle jamais, si ce n'est un peu dans ses courriers. Et c'est là que c'est intéressant d'aller dans ses courriers. Et là, on va voir non plus le personnage et son œuvre, mais le personnage et ses relations, parfois intimes. Parfois intimes. Il faut savoir que Valentine Saint-Point vivra au Caire, Guénon continuera de la voir, c'est une amie de la famille, il la voit, elle a été la secrétaire de Rodin. Elle aurait posé pour Rodin, donc c'est pas n'importe qui, Valentine Saint-Point, dans le milieu. Elle a des appuis dans l'ambassade de France au Caire, elle a des appuis un peu partout, et elle restera très liée à Guénon. Alors, donc on peut dire que chez Guénon, il y a cette partie de savoir les 2 plans, hein, ces 2 aspects, comment lui concevait-il ces gens-là, parce qu'il n'en parle pas dans son œuvre, ça ne lui est pas utile, hein, il y a eu quelques courriers, on arrive à voir, mais surtout de renverser un petit peu l'analyse et de se dire, mais en quoi ces gens sont-ils intéressés par René Guénon? Et là, il y a quelque chose d'indifférent et de nouveau. Et c'est dire que, foncièrement, c'est quelqu'un de très humain,
avec beaucoup d'empathie, et qui délivre des messages. Et donc, pour que de hautes personnalités aussi importantes hein, dans ce monde qu'on côtoie, dans les salons, puissent s'intéresser à René Guénon, c'est que vraiment il y avait un particularisme. Et c'est ce que, bien sûr, j'ai voulu mettre en valeur dans cet ouvrage, hein, fait chez Arca. C'est ce qui m'a plu chez l'homme René Guénon, c'est de voir que Guénon me fascinait, mais il avait fasciné des gens bien plus importants que moi. Et ça, j'aimerais que beaucoup puissent se dire qu'en quoi Guénon a pu fasciner de hautes personnalités à travers toute son époque qu'il a passée, que ce soit la Belle Époque, que ce soit les années folles, et que ce soit aussi au Caire. Il recevait beaucoup. Guénon n'a jamais été coupé du monde.